Après avoir discuté avec nos invités de la direction commerciale et marketing, nous allons parler culture. Parler culture, c'est également donner l'opportunité à des personnes qui ont un métier différent de leur passion également, et ou complémentaire également. Alors, elle, c'est une dame, elle est médecin, c'est cela? Oui, c'est cela. Madame, docteur Aïcha Yatabari, vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Oui. Et parallèlement, vous êtes écrivain. Ah oui. Et l'ouvrage que nous avons aujourd'hui, c'est Le banquet des marabouts. Tout à fait. D'accord. Et avec grand plaisir, nous allons en parler. Et la problématique soulevée, on parle de la polygamie dans les foyers africains. Oui. Très bien. Madame, bonjour. Bonjour Myriam. Mhm. Merci de me recevoir sur votre plateau. Mhm. C'est un honneur pour moi de débattre avec vous de cette thématique qui est récurrente dans notre société africaine. Vous pouvez parler et un peu même plus fort? ailleurs. Et même partout dans le monde, la polygamie est un sujet qui est vraiment récurrent. Mhm. Et c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table, dont on doit débattre. Donc merci de me donner cette occasion. Mhm. Alors, le banquet des marabouts. Oui. Quand on entend le titre, on a l'impression que si le sujet est la polygamie, on a l'impression que polygamie, maraboutage, Oui. tout ça, c'est une grosse marmite dans laquelle il y a tout ça. Oui, bien souvent dans les foyers polygamiques, vu les enjeux, vu les intrigues, les femmes ont recours à certains procédés, on va dire, pour être la favorite, pour obtenir des avantages auprès de leurs époux. Donc les marabouts sont présents en toile de fond dans ces foyers-là, dans notre société africaine en général, même en dehors de la polygamie. Mhm. Voilà. D'accord. Donc on parle également de religion, forcément. Oui, Quand on parle de polygamie, on parle de religion. Tout à fait, on parle de religion. Parce que l'un de mes objectifs en écrivant ce roman, c'était de combattre l'obscurantisme religieux. Pas de combattre les marabouts, disons, les marabouts au sens de l'imam, dans le sens de l'imam, dans le sens de l'érudit religieux, dans le sens du guide spirituel qui nous accompagne dans l'élévation de l'esprit. Cela, je n'ai aucune objection, disons, vis-à-vis de ces pratiques. Par contre, mon objectif était de combattre l'occultisme, le charlatanisme, les personnes qui utilisent, pas de combattre vraiment, mais de dénoncer certaines personnes qui utilisent des procédés animistes qui mêlent à la religion musulmane et qui se font passer pour des marabouts. Donc, j'ai voulu mettre aussi ces questions-là. Quand on voit là où ça peut mener certaines femmes, parce que dans le livre, il est question de sacrifice humain. Oui, justement, j'allais vous demander quelle est la Voilà. trame de l'histoire. Tout à fait. Alors, la deuxième épouse donc, de ce riche commerçant qui s'appelle Issa, qui a deux épouses, est la favorite. Au début du roman, elle est la favorite. Elle a recours à ces procédés en allant voir un soi-disant marabout qui lui demande de faire un sacrifice humain pour garder sa place de favorite. Alors, en réalité, ces pratiques n'ont rien à voir avec l'islam. Ces pratiques sont faites sous le couvert de l'islam. Contrairement à la première épouse qui, elle, a aussi son marabout, mais qui n'utilise que que la religion, qui a une spiritualité différente. Et cette dame aussi a une spiritualité différente, plus saine. Et la fin de l'histoire nous dira finalement qui avait choisi les meilleures pratiques. D'accord, alors les deux luttent, bien évidemment, pour s'attirer les faveurs du mari. Pour avoir les faveurs, l'amour du mari et aussi pour avoir l'affection paternelle pour ses enfants. Parce que tout ça, ça se dispute dans un foyer polygamique. Toutes les femmes sont finalement sur le fil du rasoir et c'est une perpétuelle source de tension, de jeu de pouvoir où chacune utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour avoir et des biens matériels et de l'amour pour elle-même et pour ses enfants aussi. D'accord. Sans compter, on imagine les problèmes entre les enfants aussi. Les enfants aussi, qui dans le livre, les enfants ne se connaissent pas parce que les femmes vivent dans des maisons différentes. Et il y a d'autres foyers aussi qui sont éclatés dans la ville que je raconte par petites histoires jusqu'à ce que toutes se rejoignent dans la même histoire. Et les enfants, voilà, en général, dans les foyers polygamiques, l'affection n'est qu'une façade. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Je n'ai pas moi-même grandi dans un foyer polygamique, mais j'ai observé ces réalités dans notre société. Qu'est-ce que c'est une façade, l'affection? Bien souvent, l'affection entre demi-frères n'est qu'une façade parce que les frères vivent la rivalité de leur mère de façon interposée. C'est vrai que le père impose
la famille, qu'il y ait un semblant d'unité dans la famille. Mais en général, ce n'est pas le cas. Et sur ce point, je voudrais rebondir sur le fait que je ne suis pas en train de faire le procès de la polygamie, mais de la mauvaise application, la mauvaise perception de la polygamie et de la souffrance qu'elle engendre dans la société et dans les familles. Bonne perception? La bonne perception, caricaturée bien sûr, selon vous, de la polygamie? Comme le Coran même le dit, puisque c'est le Coran qui autorise la polygamie. Je ne suis pas érudit religieux, mais le peu que je sais, c'est que l'homme doit être équitable et juste envers les épouses ou s'abstenir. Parce que cela crée des souffrances, comme je disais, dans la famille et qui sont déportées dans la société, avec des phénomènes qu'on observe aujourd'hui, le phénomène de microbes, le phénomène de grand banditisme. Je ne dis pas que c'est dû à la polygamie uniquement. Il y a d'autres facteurs comme la pauvreté, il y a d'autres facteurs, mais souvent ces phénomènes-là sont issus de notre communauté. Et on gagnerait... Mais quel lien vous faites avec la polygamie? On gagnerait, nous, musulmans en général et les érudits religieux aussi, à nous interroger sur les facteurs déclenchants de tout cela. Parce que l'insertion, la difficulté d'insertion de ces jeunes et tout, souvent ça vient du fait que les familles sont... Dans le foyer B, par exemple, si le foyer B est préféré au foyer A, les enfants du foyer A sont un peu laissés pour compte. L'éducation est laissée pour compte par le père ou bien même par les mères. Et il y a d'autres facteurs, bien sûr, associés à cela, comme la pauvreté et tout, qui occasionnent donc ces souffrances dans la société. Mais si jamais les personnes pratiquent une religion, elles doivent s'appliquer à connaître, à maîtriser la spiritualité de cette religion. Et si un homme choisit d'être polygame, il doit vraiment s'appliquer à respecter les règles de telle sorte à ne pas déstructurer la société. Et par rapport à l'obscurantisme religieux, si quelqu'un décide si quelqu'un est animiste, qu'il s'assume en tant qu'animiste. Si quelqu'un est marabout qui utilise l'islam, qu'il ne trompe pas les gens en utilisant d'autres procédés qui n'ont rien à voir avec l'islam et en mettant les croyants dans l'errement ou dans l'erreur. Voilà. Alors, vous n'avez pas vécu ce genre de problème, mais vous y êtes sensible, pourquoi? Je suis sensible parce que je suis sensible à la question de la condition de la femme. Avant ce livre, j'ai écrit d'autres nouvelles. Il y a la plupart de mes nouvelles, en fait, touchent à la thématique de la condition de la femme et au vivre ensemble, comme je l'ai dit, à combattre l'obscurantisme religieux. Donc, la souffrance des femmes dans ces foyers polygamiques. Ici, la première épouse fait une dépression carrément. Fait une dépression qui ne dit pas son nom. Parce que bien souvent, la dépression des femmes, on ne met pas le doigt dessus, comme en Occident, les femmes vont voir des psychologues et tout. Ici, la dépression se manifeste autrement. Souvent, vous voyez nos sœurs qui vont dans les mariages, qui distribuent des billets de banque. On a l'impression même qu'elles ne sont plus elles-mêmes. Moi, en analysant cela, je me suis dit que c'était une manière de se défouler, une manière de vivre différemment les difficultés. Vous montrez qu'elle existe toujours. Je pense que c'est une forme de dépression parce qu'on est dans une société de l'apparence. Alors, une femme peut paraître heureuse, avoir l'air d'avoir tout ce qu'elle désire, alors qu'en fait, elle a une grande souffrance en elle-même due à ce qu'elle vit dans son foyer. C'est même des conseils qu'on donne. Hein. Souvent, on dit, dès qu'une femme se plaint, on lui dit, reste tranquille. Toi, au moins, tu as un mari. Hein? Tu ne sais pas ce que l'autre vit dans son foyer. Tu portes la bague, le brassard, comme on dit. C'est ça même. Reste tranquille et puis encaisse tes souffrances. Supporte. À cause des enfants. Voici ce qu'on dit aussi. Enfants, parce qu'on dit que les enfants d'une mère qui supporte toutes les souffrances du foyer réussissent et que la mère doit rester pour ses enfants. Alors, je ne dis pas que tel n'est pas le cas, mais nous n'avons pas pour vocation d'être des êtres qui souffrent éternellement. On n'a pas un caillou à la place du cœur. Donc, on doit mettre ces questions sur la table pour que des efforts soient faits pour améliorer la condition de la femme, que la femme ne soit pas un être qui doit se taire et subir éternellement l'excision. Quand vous parlez d'efforts dans ce cadre-là, dans le cadre de ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous voyez en filigrane? Moi, en fait, je n'ai pas écrit le roman pour imposer un point de vue, mais pour faire réfléchir, pour mettre le débat sur le devant de la scène, pour que chacun s'interroge, que chaque acteur fasse ce qu'il a à faire. Par exemple, si on prend le cas des érudits religieux, des imams et tout, il doit faire plus d'efforts pour sensibiliser les fidèles. C'est bon de dire aux gens, prenez 4 épouses, mais il faut insister sur la souffrance aussi que les femmes vivent dans ces situations quand la polygamie n'est pas appliquée correctement. Mais pourtant, dans la polygamie, on demande à ce que le mari informe
sa première épouse, puis Oui. qu'elle donne son accord. Oui. Elle donne son accord. Tant qu'elle ne donne pas son accord, souvent elle donne son accord malgré elle. Et puis elle peut donner son accord et puis après que les choses se passent différemment, que l'homme la délaisse complètement au profit d'une plus jeune et qu'il ne lui reste plus que le nom d'épouse, bien le titre d'épouse, alors qu'en réalité elle n'a aucun avantage que ce soit dans cette situation. Et puis elle peut rester pour ses enfants aussi, ce que nous ne condamnons pas. Mais comme je disais, la femme n'a pas pour vocation de souffrir éternellement en se disant que c'est sa condition. Ce n'est pas une condition qui a été fixée pour la femme de souffrir éternellement. D'accord. Alors, dans l'histoire que vous nous expliquez, c'est un riche commerçant. Alors, son argent, il est avare, il répartit équitablement son argent? Pas du tout. Il a construit 2 maisons de 1500 mètres carrés chacune, pour chacune des épouses, pour qu'on ne le blâme pas pour partialité. Et il vit où? Et il vit entre les deux. Il a des tours de nuit. Il fait 2 nuits ici, 2 nuits là-bas. Et les 3 autres nuits? Les 2 épouses, voilà. Enfin, c'est réparti. Je ne sais pas exactement quel est le système de répartition, mais chacune a droit au même nombre de jours. Oui. Mais lui, il ne respecte pas ça en fait. Il est plus souvent chez celle qu'il préfère. Et il peut faire des semaines sans aller chez l'autre. Et celle-là, souvent, n'a même pas de quoi nourrir la famille. Elle doit prendre crédit auprès du boutiquier pour pouvoir faire bouillir la marmite. Et en plus, il a toute sa famille, puisque la première épouse est sa cousine en fait. Donc, il a ses frères, ses cousins et tout qui habitent avec la première épouse. Alors, le cadre est différent. Il ne peut pas refaire la peinture. La marmite qu'on utilise pour faire la cuisine, elle a le plus gros calibre disponible sur le marché. Et il faut vraiment être musclé pour pouvoir remuer cette marmite. En fait, c'est une cour familiale, c'est une grande cour. Et dans la deuxième maison, j'ai appelé la première maison Alcatraz et la deuxième le Palais des Glaces parce que c'est différent, c'est épuré, il y a du marbre, tout est propre et il reçoit ses clients et les gens qui veulent impressionner là-bas. Donc, cette dernière, la deuxième épouse qui s'appelle Anna, a droit à toutes ses faveurs, les voyages, les bijoux. Et ses enfants sont dans les meilleures écoles. Tandis que les enfants de la première sont à l'université publique, sont à l'école publique et n'ont pratiquement pas d'argent de poche. Donc, il y a des injustices qui sont là. Des injustices, mais vous avez choisi de mettre également l'accent sur les injustices que vivaient les femmes. Oui. Mais et sur, je dirais, les défauts criard de ces femmes-là. Il y a peut-être une femme qui s'est laissée aller. Tout à fait. Et qui estime qu'elle est mariée, elle n'a plus rien à prouver. Également à son mari qui paye les charges puis qui s'occupe des enfants. Vous avez également ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de parents à la maison, mais ne prennent plus le soin d'avoir un intérieur agréable. Tout à fait. Il y a également cet aspect de la femme. Oui, parce que dans le livre, effectivement, il y a un lecteur qui m'a souligné ce côté. Parce qu'on voit que la deuxième épouse est coquette. Elle ne s'est pas laissée aller. Elle prend soin d'elle, elle est tout le temps chez son esthéticienne. Et puis elle est experte, on dit que ses nuits sont, elle est experte et tout. Alors que la première épouse qui est plutôt, qui a subi plutôt une éducation un peu plus conformiste, plus traditionnelle, n'est pas dans tous ces chichis-là. Elle, pour elle, son rôle, c'est de faire à manger, s'occuper de la famille, respecter son mari, être soumise. Et donc, il y a une problématique qui est soulevée parce que c'est vrai qu'au début, la première épouse est délaissée et que l'homme ne l'aime pas. Il aime d'un amour fou la deuxième, mais à un certain moment, sans vouloir dévoiler l'intrigue du roman, est-ce qu'il ne va pas se rendre compte de certaines qualités de la première épouse à long terme? Peut-être qu'il ne va pas tomber fou amoureux d'elle, mais peut-être qu'il aura une sorte de tendresse pour elle, qui va reconnaître vraiment les sacrifices qu'elle a eu à faire pour lui, pour les enfants. Et que la deuxième épouse n'a pas forcément. Donc, on se demande maintenant qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir maintenir, pour pouvoir garder un homme. Est-ce qu'il faut être soumise, lui laver les pieds Apparemment, ça ne marche pas. C'est l'autre qui est toujours chez l'esthéticienne et tout. On ne sait pas encore si ça marche. Il y a un troisième qui rentre en ligne de compte aussi. Il y a un troisième qui rentre en ligne de compte, qui est dans l'ombre de l'homme. Pour dire que les hommes africains en général ont du mal à se contenter d'une seule femme. Ça, c'est une réalité. Mais quand vous dites ça, j'ai presque envie de vous dire qu'ailleurs, ça se fait, mais peut-être pas de manière officielle. Tout à fait. Vous avez des hommes occidentaux ou asiatiques, j'en sais rien, mais d'autres hommes à travers la planète qui ont des maîtresses. Et puis, c'est à la mort, justement, de ce monsieur-là que de partout fusent des portraits. Et généralement, l'enfant ressemble très près au père.
Ça, c'est une réalité. Même au Japon, il y a les geishas, je crois, qui sont des sortes de maîtresses entretenues, mais aussi c'est un véritable art, puisqu'elles apprennent même comment prendre soin de l'homme de A à Z. Jusqu'au massage. Jusqu'au massage, au maquillage, tout. Donc, c'est une réalité, effectivement, qui ne concerne pas que l'homme africain, qui concerne tous les hommes. Donc, le livre pose aussi cette problématique. Comment garder son homme aussi? Est-ce que, voilà, il faut être chez l'esthéticienne, il faut être coquette, il faut vraiment être une reine et tout, bien il faut être soumise. Et le livre finalement laisse chacun face à lui-même sa propre perception donc du couple. Voilà. D'accord. Alors le banquet des marabouts, quand on entend tout ce que vous venez de dire, quand on a écouté nos échanges, quand on voit le titre, l'accent n'est pas vraiment mis sur les marabouts. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est de façon subtile et mettre en avant, pas vraiment mettre en avant, mais parler du rôle que les marabouts ont en toile de fond. Parce que chacune a son marabout. La première a son marabout qui utilise le Coran, qui fait des prières pour elle, qui fait des bénédictions, qui fait le jeûne, qui est plutôt modeste, qui ne lui demande pas des sommes extraordinaires. Et la deuxième a son marabout qui a d'autres pratiques vraiment qui ressemblent plutôt à l'animisme qu'à l'islam. Et qui lui demande des sommes extraordinaires, qui lui demande de faire des sacrifices de bœufs, d'or, des choses comme ça. Voilà. Alors, je reviens à vous, à votre personnage. D'accord. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Alors, de la médecine à l'écriture, ça a un lien ou ça n'a rien à voir? C'est un lien. Je me suis longtemps posé la question parce que j'écris depuis l'âge de 15 ans. J'ai même publié quelques nouvelles dans des recueils depuis cet âge. Mais quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai mis l'écriture entre parenthèses pour pouvoir bien me... Et même maintenant, ma priorité, c'est ma médecine. C'est quand je rentre à la maison, l'écriture, c'est ma principale passion, c'est mon principal plaisir, c'est ma principale distraction. Donc, je ne fais que ça en dehors de mes tâches domestiques. Donc, souvent, je me suis demandé, est-ce que c'est pas incompatible? Pendant des années, jusqu'à un moment, je me suis posé la question, quelle est ta vocation? Pourquoi tu écris? Pourquoi tu es médecin? D'abord, je suis médecin parce que j'ai envie de rétablir l'harmonie dans le corps d'un être humain. Médecin de santé publique, ça veut dire quoi? En ce moment, j'exerce comme médecin généraliste, mais médecin